la recherche, il y a de la litière blanchie des années précédentes. Non, il n'y a pas. Alors, que signifie? Ceci signifie que la litière qui tombe sur ce sol, elle est digérée tous les ans. Elle ne restait pas là plus d'un an. C'est quelque chose qui est mangé et qui est intégré dans le sol. C'est le fonctionnement de ce sol. Toute la litière qui tombe au bout d'un an, elle est mangée. Et alors, quand cela arrive, l'humipédon porte le nom de mule, M-U-2-L. Pour que ça change de système, nous le verrons tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait de la litière qui n'a pas été intégrée dans le sol et qui a formé une couche noire, un horizon qu'on appelle OH, grand O, grand H, un horizon humique. Ici, il n'y est pas. Elle a été intégrée dans le sol. Et donc, l'humipédon, il finit dans les mules. Et après, on regarde si cette litière, elle est continue, discontinue, s'il y a une litière des années précédentes, et s'il y a un horizon OF, un autre horizon entre l'horizon OL et l'horizon OH, un horizon de litière fragmentée, de litière très menue, coupée en petits morceaux, dont on ne reconnaît pas l'origine pour... donc dans une litière nouvelle, il y a 10% de fragments de litière dont on ne connaît pas l'origine, au maximum, et dans un horizon OF, il y en a de 10 à 70% de ces fragments dont on ne connaît pas l'origine. Quand les fragments dont on ne connaît pas l'origine passent au-delà de 70%, on est dans un horizon OH. Ici, il n'y a pas d'horizon OF, ou vraiment des petites poches, et vous le verrez vous-même, et vous pouvez changer la classification aussi de votre... À l'intérieur des mules, il y a plusieurs degrés de digestion de cette litière dans l'année. Quand il n'y a pas d'horizon, qu'il y a seulement un horizon OLN, et qui est éparpillé, ça s'appelle E-mule. Quand vous avez un peu de litière de l'année précédente, ça s'appelle mésomule. Quand vous avez des pochettes par-ci par-là d'horizon OF, ça s'appelle oligomule. Et quand l'horizon OF il est continu, ça s'appelle dismule. Ici, je dirais comme ça, au pif, il faudrait faire une enquête un peu plus, regarder un peu mieux, mais vous allez de le E-mule au mésomule. Je ne vois pas vraiment d'OF bien caractérisé, bien, voilà, donc c'est dans ces deux types. Alors après, on passe à la partie qui est en dessous, la partie plus minérale. Et pour classer la partie minérale du sol, il faut un peu avoir un peu de background, un peu d'expérience dans la pédologie, et en particulier connaître les principaux processus pédogénétiques, comment le sol naît dans sa partie minérale. Alors, ici, il y avait une roche calcaire qui était en haut et qui caractérise le sol. Et donc, le pédologue, il va chercher plutôt dans les calcosols ou calcisols. C'est un processus, là. Alors il y a la carbonatation du sol. C'est-à-dire que la roche se fragmente en tout petits morceaux de calcaire et se distribue, l'eau quand il pleut, la distribue dans le sol. Et donc on parle de, le sol il est riche en carbonate de calcium et on peut faire un test pour voir s'il y a ce carbonate de calcium. Et après, au fur et à mesure que le sol est lavé dans le temps, la partie haute du profil perd cette poussière de calcaire, parce qu'elle est lavée, et elle descend dans le profil.
Et alors, c'est la partie haute du profil, elle est privée de ce calcaire. On passe dans la catégorie des calcisols, au lieu des calcosols, des calcisols. Ça c'est, bon, vous dites, ben, il faut déjà le savoir, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut la couche calcaire, trac, et après on fait des tests, et là on va les faire ensemble. Avec de l'acide chlorhydrique, on regarde où c'est effervescent et où pas. L'effervescence étant due au fait que le calcaire, il réagit, et puis il se forme, c'est carbonate de calcium. Le calcium, il se lie au chlore de l'acide chlorhydrique qui est HCl, et ça forme un sel, le chlorure de calcium, et le reste, le CO2 devient en partie, non, le carbonate devient en partie de l'eau et en partie de l'air sous forme de CO2. Et comme l'air dans l'eau, ça fait des bulles, quand le CO2 s'en va, vous voyez des bulles. Alors on va faire ce test, et après on va prendre le pH du profil. Pour le nom, donc, c'est un mésomule, E-mule, mésomule, qui est posé sur un calco ou calcisol. Et nous allons le vérifier. Et le tout est posé sur un lit de sable de Fontainebleau. Et l'ensemble est né à l'intérieur de colluvions et de cette roche calcaire qui était en dessous. Pour le fonctionnement, toute la litière qui tombe sur ce sol est en gros digérée dans l'année. Ça veut dire que c'est un input d'énergie dans le sol tous les ans. Ça. Voilà, c'est ce qu'on peut dire dans une vision un peu... Alors, comme je vous ai mis plusieurs petits bâtons dans le profil. Et là, ça dépend un peu de la précision avec laquelle vous voulez travailler. Vous pouvez distinguer peu d'horizons ou beaucoup d'horizons. Il faut savoir que dans ces horizons, après, vous allez prélever des échantillons et vous les apporter au labo. Et au labo, ils vont donner combien de minéraux il y a dedans, combien de phosphates, combien... Vous avez des données. Et que ça coûte de l'argent, ces données. Donc, il faut, en fonction du but de votre étude de sol, va évaluer aussi le budget. Donc, vous pouvez, parce que vous allez voir sur le profil, vous pouvez distinguer plusieurs horizons. Il y a la transition entre un horizon et un autre, il est un peu plus orange, il y a des taches. Et si vous avez, si l'intérêt est vraiment de décrire le sol de manière précise, pour le comprendre dans le détail absolu, vous pouvez faire plusieurs horizons. Donc j'ai mis comme ça, par exemple, la transition entre le B et le C du bas, on peut faire un BC. On peut faire deux horizons B. Un B plus orange et un P un peu plus sombre. Et vous voyez, mais tout ça, c'est en plus, c'est pour vous donner une idée de comment on analyse un profil. Là, je vais faire quelques tests et après on y va, parce que sinon, ça va être trop. Alors, vous voyez là où vous pouvez passer les horizons, les trois horizons. Et je vais mettre, je vais faire un test de pH. Le pH, il y a un liquide de terrain qui a qui change de couleur en fonction du pH du sol. Et les couleurs sont mises ici.
là, vous pouvez essayer de mettre un nom, de trouver le pH estimé à l'œil. Il faut regarder la couleur du liquide qui est autour de la terre et sur le fond blanc de... Alors, la précision est plus ou moins 0,5 unités de pH. C'est quelque chose qu'on fait à l'œil, donc c'est seulement sur le terrain. Vous aurez une précision plus importante. Au labo, hein. Mais ça vous donne quand même une idée, plus ou moins 0,5. Et vous savez que le pH c'est quand même logarithmique, donc c'est quand même une grosse différence. Mais c'est assez pour avoir une idée. Là on voit bien que, par exemple, le sable du fond est calcaire, ce qui n'est pas commun en forêt de Fontainebleau, pour quelque chose qui est plutôt acide. Alors du coup, ça devrait, vous voyez ça, c'est effervescent en bas. Alors on va voir si c'est effervescent. C'est effervescent au milieu. Et là c'est pas effervescent. Et là c'est pas effervescent. Il faut regarder mieux parce que faut prendre. Attends, du coup c'est pas effervescent, pas de calcaire, donc c'est calco ou calci? Attends. C'est calci, il n'y a pas? Oui, c'est ça. Alors il est possible que la partie superficielle de ce sol ne soit pas effervescente. En tout cas, les autres années, elle ne l'était pas. C'est pour ça qu'on avait fait un sol calcique. Ah si. Ouais, ça mousse. Ah, ça mousse. Donc c'est un calco-sol. C'est un calco-sol. Bah, ça veut dire qu'il a changé, monsieur, du coup? Il ne croit pas. Il a changé d'avis. On va changer de station. Oh, oui, bah, c'est possible, tu sais, quand tu fais la... Ça mousse, ça mousse. Et donc c'est un calco-sol, c'est pas un calcisol, mais un calco-sol. Mais ça aurait pu changer ou c'est qu'il y a une erreur avant? Bah, il faut faire, vous ferez des trous, on prendra le pH. Alors quand c'est effervescent, c'est plus que 7. Donc vous verrez vous-même, vous allez prendre le pH au labo. Effervescent, c'est plus que 7, et même quand c'est effervescent comme ça, c'est 8. Par exemple, le sable en bas. Alors vous devez prendre des cubes de 20 cm sur 20. Et si on regarde le mètre qui est mis à côté, là, vous prenez pratiquement tout l'humipède, ici va jusqu'à 15 cm. Mais ça peut aller à 20, ça peut aller à 13. Vous prenez donc sûrement tout l'humipédon et quelques centimètres de horizon B. Acide? Oui, bah, ici, justement, il y a le lavage du calcaire de l'eau qui est fini dans la partie haute du sable. Donc c'est ça qui était intéressant aussi. Tout à l'heure, on verra un sable acide. Alors, je vous ai dit horizon B. Pour la classification du référentiel pédologique, c'est plutôt grand S. Alors, la distinction entre... Il est appelé S, grand S, qui vient de structure du sol, parce qu'il y a une différence dans la structure du sol que l'on peut... Je vais vous mettre en évidence... Je vais vous mettre un peu d'horizon A. Et je vais mettre un peu d'horizon. Vous voyez que c'est ça, il y a la différence des structures du sol. L'horizon A qui est gris en haut, il a des agrégats qui sont arrondis. Il y a des racines, et vous trouverez des vers de terre ici. Alors que l'horizon B en dessous, il a une structure qui est plutôt polyédrique. Il fait des coupures nettes, non? Comme des polyèdres, au lieu d'arrondis. C'est pour ça que... Alors après,
on prend en général. D'un côté, tu vois, François. Ouais, d'accord, oui, d'accord, ok, pardon. Là, après, il y a des tests de couleurs. Il y a un code Mansell qu'on pose pour trouver la couleur du sol. Ok.